on a Kamel Kachour, tu vas nous parler de une approche... Ah non. Oui, sur les cubical pasting diagrams, ça veut dire les diagrammes de recollement cubique. Voilà. Mais ça concerne la théorie des infinies catégories cubiques. Très bien, ok, merci beaucoup. Voilà, c'est une partie technique. Voilà, merci pour votre invitation, Alexis et Isard. Je ne me souviens plus du prénom. Yvan. Voilà, merci beaucoup. Alors donc, en théorie des catégories supérieures globulaires, il y a des objets qui avaient été construits à l'époque, qui avaient été nécessaires, comme le θ0, et qui contient en fait dont les objets, le θ0 c'est une petite catégorie dont les objets sont les arbres, c'est-à-dire les arités des opérations qu'on rencontre en théorie des catégories supérieures globulaires. Et cette catégorie θ0 est extrêmement importante parce que non seulement elle permet de fabriquer l'approche de Grothendieck des infinies catégories faibles, des infinis groupoïdes faibles au départ. Grothendieck, historiquement, il a commencé par définir les infinis groupoïdes faibles. Donc il parle de θ0, et puis à partir de θ0, il fabrique une théorie qu'il enrichit ensuite par un procédé inductif, et on obtient à la fin une esquisse, une théorie de Lowire qui en fait modèle les infinies catégories faibles globulaires. Moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de... donc, sorry, I speak in French, but the slide is in English. So, et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reconstruire le θ0 cubique, et en fait, non seulement avec... Donc, je disais, avec le θ0, on peut fabriquer des cohérateurs à la Grothendieck. Ce θ0 permet aussi, les objets permettent de fabriquer de façon combinatoire la monade dont les algèbres sont les infinies catégories strictes globulaires. Et la description combinatoire est extrêmement importante parce qu'elle permet de démontrer que c'est une monade cartésienne. Et cette cartésianité, on en a besoin pour ensuite définir les opérades à la batanine, les opérades globulaires, et en particulier l'opérade globulaire dont les algèbres sont les infinies catégories faibles au sens de batanine. Donc tout ce travail, donc les cohérateurs à la Grothendieck, les opérades à la batanine, on peut refaire tout ça dans le monde cubique. Sauf que la combinatoire est un peu plus difficile que dans le globulaire. Voilà. Donc alors je vous rappelle rapidement quelques définitions. Déjà on va voir avec le site cubique. Voilà. Donc je commence par le site cubique. Donc il ressemble à ça. Alors l'intuition, je vais donner quelques intuitions. En fait, ce qu'on appelle les sources, alors le passage de 2 en haut à 1 en bas, ça signifie je passe de la dimension 2 à la dimension 1. Et l'indice qui est juste après, ça signifie la direction. Ça indique la direction. Donc, par exemple, si je prends ces deux cellules-là, eh bien, sa source, donc, elle est en dimension 2. Donc, on va utiliser ces flèches-là pour identifier ces domaines et codomaines. Donc, si je déclare que là, on est en direction 1 et ici 2, eh bien, la direction, par exemple, cette partie-là, c'est le S de 1 le long de la direction de alpha. D'accord? Parce que, bon, l'idée c'est que vous compreniez, même si la combinatoire est difficile, je vais essayer de, j'espère, terminer l'exposé avec l'espoir que vous compreniez beaucoup de choses. D'accord? Donc, la combinatoire cubique est comme ça. Elle est plus complexe que la globulaire, parce que la globulaire, au niveau des sources et des codomaines, on n'a qu'une flèche, donc on voit déjà qu'il y a une complexité. Un peu comme pour le delta simplicial, où il y a une complexité combinatoire que n'a pas le globulaire. Alors, donc ça vérifie des relations, ce qu'on appelle les relations. Alors je dis la co-cubique parce que je travaille en fait avec
les co-sources et co-targets. Et en fait, ces relations, elles disent que si je prends la source de, par exemple, si je prends la source puis le codomaine là, eh bien c'est la même chose que le codomaine là puis la source. C'est un peu comme dans le monde globulaire, on reformalise les choses de telle sorte que les choses soient cohérentes au niveau des cubes. Alors la catégorie des ensembles cubiques, donc c'est la catégorie des préfaisceaux. Maintenant je vais définir différentes réflexivités, dégénérescences. Dans le monde globulaire, les dégénérescences sont assez naïves. Dans le monde cubique, c'est moins naïf. Même s'il y a quand même des choses qui sont très similaires au monde globulaire. Par exemple, si je prends une cellule, comme ça, eh bien je peux la dégénérer comme ça. Je peux donc le long de cette direction, c'est ça que je note le 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Le long de la direction, alors là j'ai 1, 2, donc voilà, ici 2. Donc je peux dégénérer comme ça une cellule, mais je peux la dégénérer aussi comme ça. D'accord? Donc on voit qu'en dimension 1, il y a deux types de réflexivité, mais il y en a une troisième qui a été introduite par Ronald Brown et Higgins, qui est la structure de connexion. Elle dit la chose suivante, elle dit que si on prend un flèche comme ça, eh bien je peux la dégénérer comme ça. Donc je refabrique une copie de cette flèche ici, et puis je la complète en deux cubes, un cube de dimension 2, comme ça, où là ça va être des réflexivités de ce cube de dimension 0, ici aussi, et puis voilà, là c'est le, je passe en dimension 2, c'est cette structure de connexion. Bon, les notations sont un peu compliquées, mais moi j'aime bien tout préciser. C'est pour ça que les notations paraissent compliquées. Mais le passage d'ici à là, c'est un changement de dimension. L'indice qui est juste après, c'est la direction que je choisis. Voilà, c'est important de... Ça peut paraître un peu lourd au début, mais on est content après d'avoir toutes ces précisions. Donc, les réflexivités classiques vérifient des axiomes, bien sûr, qu'on souhaite. Et donc, ce n'est pas la peine de lire exactement, hein, puisque je vous explique à côté. Ce qui est important, c'est de retenir l'idée, certaines idées qui peuvent être embêtantes à comprendre. Donc, la forme... Voilà, donc, ça c'est le site des réflexivités classiques. Et donc, ensuite, je peux définir la catégorie des ensembles cubiques semi-réflexifs comme étant la catégorie des préfaisceaux là-dessus. D'accord ? Et puis, j'ai aussi noté l'objet terminal dans la catégorie des ensembles semi-réflexifs. Je le note comme ça, avec SR, comme semi-réflexif. Donc, alors là, c'est les relations vérifiées par les structures de connexion. Il y a une relation qui est extrêmement, que j'aime bien, qui est ce qu'on appelle les lois de transport. Et j'ai fait un dessin ici pour l'expliquer. C'est que lorsqu'on a deux cellules qui se suivent, donc on peut les composer. Et lorsqu'on prend
la connexion, donc la connexion, en fait, il faut imaginer que tout ce qui est à l'intérieur de ce carré, c'est une réflexion, c'est ça. 1, moins 2, le long de la direction 1 de la composition. D'accord? Donc ce qui est là-dedans, c'est ça. Eh bien, l'axiome des lois de transport, il va dire que ça, c'est égal à la composition de ces 4 carrés. Donc on peut les composer comme ça, puis comme ça, puis comme ça, ou bien, puisqu'on a également la loi d'échange pour les compositions, on peut les composer d'abord verticalement, puis horizontalement. D'accord? Et pourquoi je trouve qu'elle est jolie, cette loi de transport? Parce qu'elle dit en fait que si je prends la réflexivité de ça, c'est je prends cette cellule-là et je la transporte jusqu'ici. Et ici, c'est pareil, je prends celle-là, je la transporte comme ça. Et je prends la structure de connexion. J'aime bien parce que ça fait penser à des ascenseurs, un peu des... Enfin, il y a quelque chose de très mécanique dans ces lois. C'est des lois algébriques, mais elles ont un caractère géométrique et mécanique que je trouve assez intéressant. Alors maintenant, si on rajoute, on obtient un site qui est un peu plus gros, puisqu'on rajoute les opérations de connexion. Et bon, voilà le site des opérations de connexion. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, je dis, alors ça c'est une petite remarque en passant, si on prend la catégorie des ensembles cubiques réflexifs avec structure de connexion, c'est une catégorie test. C'est-à-dire qu'elle modèle les types d'homotopie, comme delta ou simplicia. C'est un résultat de Malsignotti, je crois que c'était en 2000. Il a écrit ça il y a une quinzaine d'années. Alors maintenant, c'est quoi les infinies catégories strictes cubiques avec connexion? Ben, tout simplement, je peux vous donner une idée très simple avec ce dessin. Lorsqu'on a donc des deux cubes, on peut les composer comme ça, mais on peut les composer aussi comme ça. On veut que cette composition est associative. On veut que ces opérations s'échangent entre elles. On veut qu'il y ait une loi d'échange. Et tout ça, on va dire cette structure cubique avec des opérations où il y a l'associativité, les lois d'échange et quelques lois qui sont liées aux réflexivités, ça donne une structure d'infinie catégorie stricte. Donc c'est analogue. Là on est vraiment, si vous comprenez bien tout l'aspect globulaire, on va dire il y a beaucoup de choses qui vont revenir avec une combinatoire un peu plus riche, un peu plus compliquée. Alors, voilà, donc je considère cette fois-ci des opérations qui vont fabriquer et qui vérifient des axiomes, ici des axiomes de position. Alors, un infini magma cubique, c'est en fait une infinie structure, enfin, en tout cas, dans lequel on va définir ces compositions, mais on ne va pas exiger l'associativité. Et on ne va pas exiger la loi d'échange. On ne va pas l'exiger. Voilà, donc c'est plus pauvre. Mais ça va être très intéressant. On va le voir. J'ai une question. Oui. Ici, alors si on veut comprendre cette modèle de catégorie infinie en utilisant comparaison avec celle de complexe de Kahn où chaque corne a un remplissement, je ne sais pas le mot en français pour ça vraiment. Ouais. Est-ce que les deux simplex, ou est-ce que alors dans ce diagramme, est-ce qu'on peut comprendre les trucs à l'intérieur, alors le 1A moins 2A dans ce langage-là, dans le langage homotopique, comme les simpliciaux. Oui, c'est un travail c'est un travail parallèle. C'est pas moi qui le fais. Okay. Il y a Kapulkin qui le fait au Canada avec d'autres personnes, où justement ils essaient de comprendre un peu comme le delta, comme on a essayé de comprendre les quasi-catégories avec delta et tout ça, ils veulent faire la même chose avec les ensembles cubiques. Et c'est ça la force de la combinatoire cubique, c'est qu'elle permet d'imiter
delta. Ok. Donc il y a beaucoup d'articles là-dessus. Mais elle permet aussi d'imiter l'approche algébrique de Batanine, Grothendieck, Penon, présent ici. Voilà, donc il faut bien que je te rende hommage. Voilà, donc voilà, votre question est intéressante. J'ai l'impression que c'est presque une combinatoire qui fait un pont. Voilà. Alors, donc la structure d'infini magma, c'est pas en fait une infinie catégorie stricte cubique, c'est un infini magma, mais plus riche. Donc ensuite, je définis les infinis magma réflexifs cubiques. Donc en fait, c'est pareil, hein, je considère les réflexivités ou les structures de connexion. Après, on peut s'amuser. Il y a beaucoup de richesses de structures algébriques qu'on peut prendre, qu'on peut enlever, qu'on peut ajouter. Alors, donc les infinis catégories strictes cubiques sont des infinis magma réflexifs cubiques tels qu'on a les axiomes d'associativité et de loi d'échange. D'accord ? Loi d'échange, associativité, loi de transport, tout ça marche. D'ailleurs, j'ai parlé des lois de transport sans parler des opérations, désolé. C'est maintenant que viennent les lois de transport. Alors, donc après je définis, voilà, donc les infinis foncteurs cubiques sont assez faciles à définir. Alors, là ça devient intéressant, lorsqu'on prend la catégorie des infinies catégories donc strictes cubiques avec connexion, et on les oublie dans les ensembles cubiques, eh bien, ce foncteur est un adjoint à droite. Donc ça se démontre assez facilement. Il y a une preuve dans un de mes articles qui a été publié en 2017, je crois, où en fait on utilise un théorème sur les esquisses, le théorème de Foltz. Voilà. Donc ici, cette catégorie, elle est projectivement esquissable, celle-là aussi, et puis il y a l'inclusion d'une esquisse dans une autre qui montre l'existence de l'adjoint à gauche. Et donc il y a une monade, et c'est cette monade qui va nous intéresser, parce que justement le problème de cette monade, c'est comment on va la décrire, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'elle a bien la propriété de cartésianité qui permet ensuite de définir les opérades cubiques. Les opérades cubiques, c'est l'analogue cubique de ce qu'a fait Michael Batanini pour le monde globulaire. D'ailleurs, si vous me permettez, l'aspect homotopique, justement, il est beaucoup plus utilisé que cette approche algébrique. Mais en théorie des types de Martin Löf, en tout cas, Voevodsky souhaitait des modèles algébriques pour pouvoir mieux formaliser justement les infinies catégories dans le monde de la théorie des types et tout ça. Donc c'est quand même des choses qui pourront intéresser les gens. Donc là j'explique pourquoi U est un adjoint à droite. Alors là on passe à la définition, comment je construis les diagrammes de recollement cubique. Alors, je vais essayer de vous donner des idées, des intuitions surtout, parce que, on va dire, les constructions combinatoires sont toujours plus difficiles à comprendre que les abstractions mathématiques. Si vous prenez un livre où on commence à jongler sur les catégories enrichies, les deux catégories, tout ça, c'est plus facile, quelque part, que comprendre un article qui vient d'apparaître en combinatoire. Parce qu'en combinatoire, souvent, on fait appel à plein de choses. Et donc, c'est pour ça que la combinatoire, elle est souvent difficile. En tout cas, c'est moins facile à... Bon, je ne dénigre pas les maths pures et tout ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est la combinatoire, c'est plus difficile en général. C'est un peu plus... Ça demande de l'effort. Voilà. Alors, mon idée, c'est que je vais travailler avec un réseau. Donc je travaille avec ce réseau-là, donc qui contient des coordonnées, et ce réseau, il va me permettre, je vais attacher, alors déjà, on voit que lorsqu'on prend
les ensembles cubiques réflexifs, donc il y a un adjoint à gauche et une monade que j'appelle la monade de réflexivité. Et cette monade-là, bon, c'est une monade cartésienne, tout ça, on va voir qu'on sait la définir de façon combinatoire, cette monade. Mais je vais d'abord l'utiliser pour vous aider à comprendre cette construction combinatoire. Donc on va faire comme si cette monade, voilà, on la maîtrise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends une coordonnée K1, Kn, donc, qui appartient à ce réseau, et en fait, je prends un élément X qui appartient, donc je prends un n cube libre, en fait réflexif libre, je prends un n cube et je lui attache une coordonnée. Voilà. C'est-à-dire que là, ce cube-là, il est vraiment identifié spatialement. On sait où il est. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les diagrammes de recollement cubique, quelque part, ils sont simples au départ. Je vais vous les définir de façon simple. En fait, ce n'est rien d'autre. Je prends un sous-ensemble du réseau, ça. Donc un sous-ensemble fini du réseau, d'accord, comme ça. Ça c'est des intervalles ajourés. Et pour chaque coordonnée, je vais mettre un élément X comme ça, d'accord, de telle sorte que les faces correspondent. Je ne vais pas mettre un cube juste adjacent à un autre cube et qu'ils aient pas que le codomaine de l'un ne soit pas égal au domaine de l'autre. D'accord? Donc voilà, c'est ça un diagramme de recollement cubique. Donc j'ai ramené des Rubik's Cube pour vous montrer. Ça c'est un exemple de diagramme de recollement cubique en dimension 3 et puis de forme carrée. C'est-à-dire les côtés c'est les mêmes. Les diagrammes de recollement cubique, c'est pas forcément des carrés. Ça peut être c'est des rectangles en fait. C'est rectangulaire. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est là où l'intuition entre le globulaire et le cubique, déjà elle change. Mais, alors, donc je vais utiliser ces systèmes de coordonnées pour bien avoir un bon contrôle des cellules là et dire voilà ils sont à telle place et donc là j'ai vraiment un diagramme de recollement cubique. Et au début, ça peut paraître un peu lourd comme matériel, mais en fait, ça va être extrêmement... il y a un phénomène intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'ordre lexicographique des coordonnées pour fabriquer l'esquisse de chaque diagramme de recollement cubique. Voilà, ça c'est un point important. Alors, donc là, j'explique pourquoi θ0 est important. Hein. Alors, donc j'utilise des éléments du réseau Z puissance n pour tout L pour contrôler les recollements cubiques. Alors, j'utilise les notations tensorielles. Pourquoi? C'est pas pour faire savant, c'est parce que dans le monde de la géométrie différentielle, la notion de contraction d'un tenseur et de dilatation est très importante. Et là, la contraction va permettre de trouver des faces d'un cube, d'un n cube, et la dilatation va permettre de fabriquer les dégénérescences des cubes. Voilà. Alors, sauf qu'il y a un problème. Je vais vous expliquer le problème. C'est que si on reste avec des coordonnées comme ça, que je peux aussi écrire comme ça, dans le langage dx k1, donc je peux le noter je mets un point, ça signifie x, il a pour coordonnées ça. Alors,
le défaut, c'est que lorsqu'on prend la contraction, par exemple ici la ième contraction, donc j'enlève KI ici, par exemple, donc je contracte, donc ça veut dire que je prends une face, il y a un mauvais contrôle des cubes. Pourquoi? Parce que si je prends un cube, là je suis en dimension 2, si je contracte, ça va me donner ça ou ça, ces deux positions-là. En fait, ces deux positions seront les mêmes. Il n'y a pas de distinction. Et moi, j'ai besoin de coordonnées, mais qui en plus me donnent vraiment l'endroit du cube que je cherche à réindexer, à lui. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je prends des systèmes de coordonnées, comme ça, des réseaux, et avec eux, je vais fabriquer des termes qui vont me permettre de localiser exactement toutes les faces d'un n-cube. D'accord? Et pour ça, c'est extrêmement simple. Comment je fais? Je vous donne les premières intuitions, et après le reste, c'est juste... C'est juste qu'il faut écrire proprement. Alors, les premières intuitions, c'est que si on prend x, qui est un n-cube, qui vit là-dedans, et je lui donne comme coordonnées, par exemple des x1, k1, je vais recommencer, je lui attribue cette coordonnée des x, nkn. Encore une fois, j'aurais pu écrire ça, hein. Mais j'écris ça, c'est parce qu'on va faire des contractions. Quand je contracte ça, il y a une perte d'information, vraiment une perte. Nous, pour pas qu'on perde de l'information, on va dire que lorsqu'on prend la source de ce machin-là, je vais l'appeler Y, eh bien, je vais contracter ce tenseur, je vais le contracter, dx1, k1, dx, i, ki, je mets un chapeau, ça veut dire que j'ai contracté la ième coordonnée, dxn, kn, et je vais lui rajouter le symbole moins pour source. Donc je vais fabriquer des termes, comme en logique. Et je reparle de toi, Jacques, désolé. En fait, Jacques m'a beaucoup influencé. C'est vrai que la logique est très utilisée en théorie des catégories supérieures. Elle intervient beaucoup. Voilà. Donc là, je mets un moins. Pour target, ça va être un plus. Ça va être un autre terme. Donc là, on fabrique plein de termes. Et ces termes-là, là, je fais un petit dessin d'un 2 cubes. C'est simple. Mais lorsqu'on travaille avec un n cube, on est content d'avoir un formalisme bien ficelé pour nous indiquer quelles sont toutes ces faces. Et ça va plus loin, parce que là, on va fabriquer des termes qui vont me permettre... Là, j'ai pris le codomaine, mais si je peux prendre dans un cube une itération de domaine et de codomaine, et on va voir exactement la position du point qu'on cherche sur le n-cube. Et on va être obligé, bien sûr, ces termes, on va être obligé de les écraser, de faire des congruences, pour que ça respecte la géométrie des cubes en même temps. Voilà, donc la combinatoire, elle se résume à ça. C'est que les cubes, on leur donne des coordonnées. Ces coordonnées, on est obligé de les enrichir d'un langage. Avec ces coordonnées, on fabrique des termes. Parce que ces termes vont nous donner exactement la position de ces faces. Et ça va nous permettre d'avoir un meilleur contrôle, on va dire, de tous ces éléments X qui appartiennent à ça, dans le réseau. Il y a un meilleur contrôle. Et là, on sait c'est quoi exactement un cubical pasting diagram, un diagramme de représellement cubique. Donc, au départ, vous voyez, j'ai parlé de la coordonnée K1 et Kn, que j'écris en notation tensorielle. Ce que j'appelle une boîte basique, c'est l'ensemble des termes
associé à cette coordonnée. C'est des termes qui sont beaucoup plus précis que la coordonnée. Et donc ensuite j'utilise la monade R comme je l'ai dit. Je prends un élément et puis voilà, j'obtiens et ce que j'appelle les n diviseurs basiques, c'est lorsque je rajoute les congruences. C'est des termes, voilà, c'est un jargon que j'ai utilisé parce qu'au départ, lorsque j'ai voulu fabriquer les diagrammes de recollement cubique, je ne savais pas qu'ils étaient nécessairement rectangulaires. Je pensais que c'était des recollements de cubes, mais un peu aléatoires. Et en fait, lorsqu'on regarde comment fonctionne l'induction ou la monade, on voit que c'est rectangulaire. C'est la monade qui m'a appris que c'était rectangulaire. Parce que, en fait, si on ne regarde pas la monade et on recolle des cubes dans toutes les directions et n'importe comment, on va dire la combinatoire est affolante. C'est vraiment... Il me reste combien ça va, je suis dans les temps. 18 minutes. Il faut aller vite. Donc alors, un diviseur rectangulaire, ou cubical passing diagrams, c'est justement, comme je l'ai dit, donc on se donne un sous-réseau fini de Zn pour chaque coordonnée K1, Kn qui appartient à ça, on met, on va dire pour chaque élément X qui appartient à cet ensemble, on lui donne une coordonnée pour avoir un bon contrôle. Et ensuite, ce qu'on appelle un diviseur rectangulaire ou les cubical passing diagrams, c'est la donnée pour chaque coordonnée ici d'un élément d'ici. D'accord? D'un élément d'ici, mais pas n'importe comment, de telle sorte que les domaines et codomaines soient cohérents. D'accord? C'est-à-dire que lorsque deux n cubes, deux petits éléments d'ici sont adjacents, eh bien, ils sont adjacents en un sens raisonnable. Qu'ils aient des domaines et des codomaines qui soient compatibles. Alors, l'ordre lexicographique des coordonnées va me permettre d'exhiber l'esquisse de ces recollements. Et c'est intéressant parce que si on regarde le livre de Ronald Brown, Higgins et Silvera sur la topologie algébrique non abélienne, dans la page, je ne sais plus, 370 et quelques, ils expliquent que lorsqu'on a comment on appelle ça, un réseau comme ça, une sorte de multimatrice, ils appellent ça des multimatrices. Il y a un bruit. Donc lorsqu'il y a une multimatrice, il y a, on peut, et ici dans chaque coordonnée on met un nombre par exemple, il y a possibilité de multiplier tous ces nombres. Intuitivement, bien sûr, c'est facile. Maintenant, le formaliser, c'est moins facile. Et cette esquisse va permettre de formaliser cette idée. C'est-à-dire que ce que a écrit Ronald Brown et Higgins dans leur livre, ils l'ont écrit, c'est possible, mais ils n'ont pas expliqué pourquoi. Et là, là ça devient beaucoup plus clair. Alors, ces esquisses, en fait, ça c'est un point qui est important, surtout s'il y a des gens qui s'intéressent aux esquisses, ici, c'est que si je donne un exemple, alors voilà, par exemple, non, je ne vais pas faire ça comme ça. Donc je prends un diagramme de recollement cubique comme ça, très simple. Donc il est rempli d'éléments qui appartiennent, bien sûr ici, puisqu'on est en dimension 2, à cet ensemble-là. D'accord? C'est-à-dire, j'applique la monade à l'objet terminal des ensembles cubiques, et ensuite je prends cet ensemble associé à ce préfaisceau. D'accord? Maintenant, quand je prends
ce recollement cubique, comment se fait l'esquisse? On peut le faire de deux manières. La première chose qu'on peut faire, c'est je recolle, je commence par coller ces parties-là. Je vais même l'écrire comme ça. Et ici c'est pareil. Ici c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, je prends ces boîtes, ces boîtes, et leur esquisse c'est ça. Ça veut dire là je les ai collées. D'accord? Ici, je fais la même chose. Et ensuite, ce recollement, je le recolle ensemble. D'accord? Donc on voit que ce n'est pas une esquisse au sens classique. C'est une trame. Donc c'est une esquisse avec un sens de l'induction. D'accord? On peut aussi prendre une autre trame. Par exemple, on va d'abord recoller ça, 2 à 2, on les recolle 2 à 2, et puis après, ces trois-là, on va les recoller. D'accord? Vous voyez, il y a plusieurs esquisses pour recoller des recollements de cubes, comme dans ces réseaux-là. Il y a plusieurs façons. Et donc voilà. Et pour pouvoir, alors là, c'est très simple, parce qu'on est en dimension finie, en plus c'est pas une question de dimension finie. C'est que, voilà, là, à la main, je le fais, donc on voit que c'est très simple. Mais lorsqu'on travaille en toute généralité, on recolle des n cubes, des éléments de R1, de n, dans un réseau, je peux vous dire que pour trouver l'esquisse associée, c'est pas facile. Et heureusement qu'il y a ce système de coordonnées. Donc, alors là, j'explique. Je vais aller un peu plus vite. Là, il me reste 10 minutes à peu près. Oui. D'accord. Alors, là, je vais aller très vite parce que je vous ai expliqué à la main. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer à quoi ressemble la monade dont les algèbres sont les infinies catégories strictes cubiques lorsqu'on a ces objets combinatoires en notre possession. D'accord? Ce θ0 cubique. Donc, on a le réseau qui a une structure naturelle d'ensemble cubique. Donc, tous ces réseaux-là, Zn, Zn. Il y a aussi une structure de réflexivité canonique qui est triviale. Donc, on l'obtient par dilatation. Donc, on a aussi une structure de connexion qui est très dégénérée. Donc, je définis donc les boîtes basiques. Je suis désolé, hein, c'est pas pour plaisanter que je fais défiler à toute vitesse. C'est parce que je vous ai expliqué l'intuition et que si on... Vu que le temps qui est que de 50 minutes, donc je suis obligé d'aller vite. Donc là, regardez, là j'ai construit les termes cette fois-ci. Là, je fabrique ce qu'on appelle les boîtes basiques. Ça veut dire que chaque coordonnée, je vais lui associer un ensemble de termes qui va être plus précis que la coordonnée, où on va perdre aucune information. Et ensuite, j'obtiens ce qu'on appelle, après les boîtes basiques. Donc, ça me permet, entre parenthèses, de ces boîtes basiques, on peut aussi refabriquer, on peut fabriquer la monade R directement. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Il suffit de fabriquer un autre langage, où là, les boîtes basiques, elles ne sont pas considérées comme basiques, on les fabrique à partir de ce langage. Alors, je fais passer à toute vitesse. Voilà, ce que je vous disais, c'est ce que j'appelle les configurations, c'est ces sous-réseaux finis de Z puissance n, sous-ensemble. Donc là, j'obtiens... alors ça, pour les gens qui liront mon travail,
Ça c'est l'infini catégorie stricte, c'est S de 1. Ou S, c'est la monade des infinis catégories strictes. D'accord? Là, l'infini catégorie stricte libre sur 1, on l'a construit explicitement. Donc je la construis par induction. J'ai l'équipe de congruence, tout ça. Donc ça c'est un peu le côté... On voit apparaître à chaque fois les lois de transport, c'est très important pour pouvoir... Alors, où est cette monade? Voilà, je vous montre juste à quoi ressemblent les esquisses. Elles ressemblent à ça. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple là. Là, on est en dimension n quelconque. Donc c'est plus compliqué, mais c'est des belles esquisses. Elles sont jolies quand même. Et on utilise l'ordre lexicographique pour fabriquer ces esquisses. Il y en a plusieurs. Hein. Pour chaque... voilà. Il y a un procédé inductif pour construire cette trame. Ensuite, j'ai la monade. J'aimerais bien vous montrer la monade, ça ferait... On n'entend toujours rien. Oh. Oui, Il y a un problème. faut pas que ça altère la vidéo, là. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est lorsque je vais définir la monade dont les algèbres sont les infinies catégories strictes cubiques, je vais réutiliser tout ce formalisme en utilisant, par exemple, lorsque j'ai un diviseur rectangulaire ou ce qu'on appelle un diagramme de recollement cubique, eh bien, je vais faire des substitutions cohomologiques. Donc, je vais remplacer des variables par des ohms. Et c'est ça qui va me décrire la monade. J'ai bientôt... je me laisse terminer. Merci. Excuse-moi. Non, parce que ça, c'est vraiment une partie... je suis désolé, jamais j'aurais cru que c'était... En fait, c'est pour un exposé de 5 heures, j'ai l'impression. Voilà. Mais pourquoi, voilà. En fait, là, c'est important. À un moment donné, je définis la catégorie de ce qu'on appelle des extensions cubiques qui va me permettre plus tard de fabriquer les cohérateurs cubiques. Mais j'en ai quand même besoin seulement pour la monade. Donc la monade, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc si je prends un ensemble cubique, l'action de la monade, c'est en fait, on prend l'ensemble cubique pour chaque diviseur rectangulaire, cubical passing diagrams X, eh bien, j'associe une esquisse à chaque recollement de cube, je lui associe une esquisse ou une trame. Et cette esquisse, elle a en plus une particularité, c'est que les sommets de cette esquisse, pas les sommets, ces parties-là, c'est pas la base, c'est des ohms. Donc il va y avoir du Yoneda, et puis ensuite j'applique les colimites, et ça fabrique, c'est comme ça que elle se fabrique. Je sais, j'ai mal expliqué, je suis désolé. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est bien regarder ça. Si vous avez compris, pour les gens qui veulent travailler sur les infinies catégories cubiques et lire mon article, donc cette esquisse, on va dire là, donc ça c'est un ensemble cubique, et ça c'est un diviseur rectangulaire, ou un cubical passing diagram, et bien ça c'est son esquisse associée. Et puis après on prend sa colimite. Ça fabrique librement l'infini catégorie stricte libre, donc l'infini catégorie stricte libre cubique associée à C. Ça c'est pour la monade. Et voilà, après il faut définir la multiplication de la monade. Ça c'est un peu compliqué, mais c'est extrêmement intéressant. Là en fait on reprend, c'est marrant, on reprend par exemple, on prend un cubical passing diagram comme ça, et chaque élément, là, chaque petit cube, on va le remplacer par ce cube, par exemple. Partout.
Et puis on va obtenir un nouveau cube. Chaque petit cube, on le remplace par ça. On obtient un cube qui grossit d'un coup. C'est ça la multiplication. La multiplication de la monade. Elle dit ça. Et grâce à cette description, eh bien, on démontre qu'elle est cartésienne. Et comme elle est cartésienne, donc ça justifie... J'ai fait un exposé à l'IHES, c'est même un papier que j'ai écrit à l'IHES en 2017 sur les opérades cubiques, et je n'avais pas démontré que S était cartésienne. Je l'avais construit en conjecturant que S est cartésienne. Bon, maintenant, voilà, ça fait un papier complet sur les opérades cubiques. Alors, ça veut dire quoi, cartésienne pour une monade? Alors, une monade est cartésienne si elle préserve des produits fibrés, tout simplement. Ouais. Et puis sa multiplication et son unité, ça donne naissance à des carrés cartésiens. Tu vois, c'est des transformations naturelles. Quand tu les appliques à une flèche, le carré que tu obtiens, il est cartésien. Tu vois, c'est un pullback. Je pense que je peux m'arrêter là, parce que je peux parler de cohérateur, mais ça va être trop long. Je pense que j'ai pas le temps. Si j'ai encore 2-3 minutes, je peux en parler. Moins de 2 minutes, alors bon. D'accord. 3 minutes, oui. Voilà. Alors, je fais passer ça. Donc, on va parler oula. Ouais. Bon, je vais le faire à la main, le cohérateur. Je vais le faire à la main. Donc avec cette construction, avec le θ0, on a aussi une autre théorie qui est la théorie des infinis magmas dont j'ai parlé. Voilà. Et donc qui se fabrique à partir du θ0. C'est-à-dire on prend la catégorie de Claeys-Lee, en fait, au départ, on a les infinis magmas, on oublie dans les infinis, dans ce qu'on appelle les ensembles cubiques, j'obtiens une monade, je l'appelle M. Et en fait, la sous-catégorie θM, c'est une sous-catégorie, la catégorie de Claeys-Lee de M, dont les objets sont les éléments de θ0. D'accord? À partir de ça, il y a un procédé qui a été inventé par Grothendieck dans le monde globulaire qui permet, à partir de cette esquisse, de l'enrichir de façon inductive. C'est une méthode différente de celle de Bataline, par exemple, ou celle de Penon, c'est-à-dire où ils vont définir les relâchements d'un seul coup. Là, la méthode à la Grothendieck, c'est de reconstruire ces cohérences de façon inductive. Et je trouve ça très plaisant. Et donc à partir de ça, on fabrique par induction une autre théorie. Alors celle-là on va l'appeler par exemple 0, ensuite 1, etc. Et lorsqu'on on prend la colimite, on obtient le cohérateur dont les modèles ensemblistes sont des modèles d'infinie catégorie faible cubique avec connexion. Voilà, donc on a donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit ce cohérateur. Donc maintenant à notre disposition, on a l'opérade cubique, on a le cohérateur cubique, on a la version des étirements catégoriques cubiques, on a voilà, on a presque fait le tour des approches algébriques, des infinis catégories faibles cubiques. Puis après, bien sûr, si on prend par exemple, on sait aussi fabriquer le cohérateur dont les modèles sont les infinis groupoïdes faibles cubiques avec connexion. Et on soupçonne, en tout cas moi je soupçonne, que les modèles, ce qu'on appelle les infinis groupoïdes faibles cubiques avec connexion, modèlent les types d'homotopie. C'est-à-dire qu'ils sont, en tout cas, ça c'est Morita équivalente au cohérateur de Grothendieck, mais celui de Grothendieck, c'est dans le monde globulaire. C'est les infinis groupoïdes globulaires. Je pense qu'ils sont Morita en un sens
précis, c'est-à-dire que il doit y avoir une structure de modèle de Quillen ici et là, qui sont Quillen équivalentes. Et quand on passe à la catégorie homotopique, on tombe sur les catégories, dans la catégorie des CW complexes. Donc, en tout cas, c'est peut-être un pont pour résoudre la conjecture de Grothendieck sur le cohérateur. Le cohérateur dont les algèbres sont les infinités. Groupoïde faible cubique avec connexion. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Alors, je comprends. Est-ce que vous pouvez clarifier peut-être dans quelques mots de plus comment ça décrit une catégorie infinie? Alors pas en faisant référence aux quasi-catégories ou quoi, juste comment ça fait. Alors on commence avec des objets, des amorphismes, des deux morphismes, des trois morphismes. Est-ce que vous pourriez clarifier un peu plus? Oui, en fait ça dépend des géométries. Par exemple, dans le monde globulaire, c'est simple. Regarde, je vais vous montrer juste un parallèle globulaire cubique. Donc, globulaire, a 0 cells, a 1 cell, a 2 cells, etc. Ok. I can write 3 cells. À 3 cells, etc. Dans le monde cubique, 0 cells, 1 cells, c'est les mêmes que dans le monde globulaire, c'est au niveau des deux cellules que ça change. Voilà une des deux cellules. Une 3 cellules, c'est ça. C'est un cube, au sens classique. Désolé, je dessine mal là. C'est un peu comme le double catégorie, mais un N. Ah oui, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais en fait, par exemple, les algèbres de dimension 2, de ça, c'est les catégories doubles, de Verity. Et bien sûr, au sens, je dis de Verity parce que c'est dans sa thèse de doctorat. Il a eu le courage de les définir il y a longtemps. Et, bien sûr, quand je parle des algèbres, des modèles de dimension 2 du cohérateur, mais aussi les algèbres de dimension 2 de l'opérade cubique. Tout ça, c'est des modèles des modèles de catégorie double. Catégorie double faible. Ce n'est pas les catégories double strictes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas associativité. Il y a associativité à homotopie près. Mais ici, c'est homotopie au sens abstrait. Pas homotopie des espaces topologiques. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est surveillé. Tu réponds ça? Je dis que oui, on peut pas. Est-ce que, excuse-moi, c'est plus clair, tu vois? Après un 4 cube, c'est très simple un 4 cube. Hein. Il y a des représentations sur Internet de dessins. Vous prenez un cube comme ça et vous faites une sorte de... Ça, je comprends. Et je comprends aussi qu'on n'a pas l'unicité parce qu'on peut identifier des codes dans des manières différentes. Oui, je pense que je comprends cette construction. Exactement. Ok. Voilà, ouais. Ok. Non, non, allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un a des questions en ligne, n'est-ce pas? Oui. Une question du micro là-bas, Nico, si tu veux t'entendre. Non, c'est Madame Erasman qui ne m'entend pas le micro, mais je vois que le micro fonctionne puisque c'est un petit peu vert là. Oui, mais si Madame Erasman veut vous poser une question, je suis là. Pas de problème. Mais... Il n'entend pas. Oui. J'ai une question. Vas-y. À quel point est-ce que c'est du travail nouveau de définir cette monade, parce qu'elle me paraît étrangement claire, enfin dans la conception, dans le concept de cette monade, rien qui me paraît très... Tu parles de la monade de S dont les algèbres sont les infinies catégories strictes cubiques. S. En tout cas, c'est que... Oui, c'est-à-dire son existence... Et je comprends que ce soit ça les opérations qui nous intéressent.
Et je m'attends à ce que, donc, justement, les algèbres conceptuelles, ça se montre comme quelque chose qui ressemble à... Et pourquoi je me suis fatigué à la décrire? En fait, non, je ne sais pas quel combinatoire. en plus, est-ce que c'est un combinatoire qui est compliqué véritablement là-dedans? Est-ce que c'est un objet qui est déjà connu dans le concept mais qui n'a pas été mis sur papier? Je ne sais pas. En fait, la monade S est connue depuis, je pense, assez longtemps. Assez longtemps. Mais le fait qu'elle soit cartésienne, ça, c'est une propriété non triviale. Et pour là-dedans, il faut réussir. Voilà, il faut la décrire de façon combinatoire. Et il y a aussi un cadeau, c'est un cadeau, mais je ne sais pas si c'est un vrai cadeau, c'est que en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'on peut construire une combinatoire sur la monade version faible, la monade des infinies catégories faibles. Donc, ça c'est intéressant, de pouvoir, par exemple, de pouvoir décrire de façon combinatoire la monade dont les algèbres sont les infinies catégories faibles cubiques ou globulaires. Et ça, c'est des choses qui sont pas faciles. Donc ce travail, on va dire, il m'a permis de démontrer cette cartésianité, parce que moi j'aime beaucoup les opérades, surtout les opérades avec une géométrie globulaire, cubique, tout ça. Et pour qu'on puisse avoir le droit de parler d'opérades, il faut démontrer que ces monades sont cartésiennes. C'est un passage. Une question? Alors je dirais on peut remercier encore une fois Kamel et aussi tous les autres orateurs d'aujourd'hui.